Et c'est parti donc pour Smart Bourse. Nous allons tenter de comprendre ensemble l'impact de cette situation ukrainienne sur les marchés financiers. Nous avons le plaisir de recevoir pour la première partie de Smart Bourse Léa Dauphas qui est en duplex avec nous. Bonjour Léa. Bonjour. Alors vous êtes chef économiste chez TAC Economics. On va essayer de comprendre un petit peu avec vous la réaction des marchés face à cette situation en Ukraine et l'incertitude géopolitique autour de cette situation. Chez TAC Economics, vous faites tourner des modèles et ensuite vous les analysez. Que vous disent vos modèles économiques aujourd'hui, Léa ? Alors déjà, comme vous le mentionnez précédemment, le marché est en train d'ajuster sa perception du risque. On l'a vu, on a un retour sur les valeurs refuges. On a depuis ce matin une période où on a une perception du risque plus élevée, pas seulement valeurs refuges, mais plus élevée sur les émergents. Donc on commence à avoir des contagions. On est aujourd'hui dans une phase de marché où le marché cherche le scénario et ajuste le scénario. C'est important aussi à avoir en tête, même si on dit ça, on est toujours sur des niveaux d'aversion au risque qui restent, en tout cas qui ne price pas un risque extrême. C'est-à-dire qu'on est entre un seuil de 30 à 35 sur le VIX, c'est un seuil qui est élevé, c'est un seuil qui indique déjà une perception ou en tout cas une aversion au risque forte, mais ce n'est pas un scénario du pire qui se met en place. Ce que ça veut dire en termes de perception, si on cherche un peu à travailler sur les prochaines semaines ou le prochain mois, la poursuite des éléments à la fois politiques, géopolitiques et économiques, on va probablement arriver sur une situation où on va se tendre. Aujourd'hui, le scénario auquel croit le marché, ou en tout cas ce qu'indique le marché, compte tenu des niveaux qu'on a sur les indicateurs de risque et sur les niveaux qu'on peut avoir sur les niveaux de taux, c'est plutôt un scénario mitigé dans lequel on a un choc inflationniste un peu plus fort, dans lequel l'impact sur la macro et sur l'activité est limité, hormis Russie, Ukraine et ses partenaires, mais c'est absolument pas un scénario dans lequel on a un choc plus fort sur la croissance de la zone euro, on a un choc plus fort parce que la Russie met en place des contre-sanctions, on a un choc plus fort parce que on augmente la probabilité qu'on ait plus de pénurie ou plus de tensions sur le secteur énergétique. Donc le marché va se chercher, il va s'adapter, on rentre dans cette période volatile, non seulement parce qu'on a une perception du risque plus fort, mais aussi parce qu'on voit bien que la vitesse à laquelle les éléments politiques se mettent en place nous rattrape et petit à petit, les scénarios vont s'ajuster au fur et à mesure. Donc si je comprends bien, Léa Dauphas, on n'est pas dans une remise en cause du scénario de marché pour 2022. On constate effectivement plus de volatilité, donc effectivement aux alentours de 33 sur le VIX. Je rappelle qu'en mars 2020, au moment des premiers confinements, on était aux alentours de 66, donc on est on est exactement à la moitié en dessous par rapport à mars 2020. Un marché qui s'adapte mais qui ne remet pas en cause complètement son scénario pour cette année 2022. Exactement. Le scénario que tout le monde a en tête pour 2022, c'était un scénario sur lequel, dans tous les cas, on avait une croissance qui ralentissait parce qu'on était sur un haut de cycle et qu'on sortait du rebond Covid et qu'on arrivait à un niveau où l'inflation avait une petite morsure sur le pouvoir d'achat, la consommation ralentissait et dans un cycle de resserrement normal des politiques monétaires, on avait une fin de cycle qui arrivait 2022-2023, suivant les ampleurs de scénario. Et c'est encore aujourd'hui ce scénario que price le marché. Or, si on essaye, en tout cas, compte tenu de notre perception qu'on a de la situation politique et géopolitique aujourd'hui, on voit bien que le scénario va se tendre. C'est-à-dire que la hausse des prix de l'énergie, et encore une fois, hein, on raisonne en ayant en tête que la Russie ne met pas de contre-sanctions et qu'il n'y a pas de rupture dans notre approvisionnement en Europe sur le gaz et le pétrole. On raisonne dans un cadre où le conflit reste sur l'Ukraine, ne s'étend pas. Donc on raisonne encore dans un scénario plutôt positif. Et quand on raisonne sur ce scénario-là, effectivement, c'est une inflation qui est plus élevée que ce qu'on a. C'est un choc d'inflation qui fait qu'on arrive sur une inflation au-delà des 8% aux États-Unis sur le premier semestre, au-delà des 6% en zone euro sur le premier semestre. On a probablement un choc sur l'activité qui est limité aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas la dépendance qu'on connaît, ils ont des facteurs de résilience beaucoup plus forts que ce qu'on a en zone euro. Par contre, en zone euro, on a très rapidement une morsure sur le pouvoir d'achat et très rapidement un affaiblissement de la demande. Donc par rapport au scénario central qu'avait le marché, c'est au moins 2 points de plus de croissance qu'attendu en zone euro et aux États-Unis sur le premier semestre. Et c'est probablement sur l'ensemble de l'année
un choc entre moins 0,5 et moins 1 par rapport à un scénario central. En zone euro, autour de moins 0,25, moins 0,5 aux États-Unis. Et encore une fois, et c'est là où il faut faire attention, ce scénario-là résonne encore sur des hypothèses qui sont des hypothèses entre guillemets optimistes, où on n'a pas de rupture sur les approvisionnements et sur lequel on n'a pas de montée géographique du conflit. Et alors, un scénario également qui résonne, j'imagine, sur les décisions politiques. Après, il y a aussi les prises de position, parfois des entreprises elles-mêmes ou des acteurs économiques eux-mêmes qui s'interdisent de trader avec la Russie, notamment sur le sujet du pétrole. Donc, il faut le prendre en compte également aussi. Moi, j'ai une question à vous poser sur les banques centrales, puisque les décisions des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, sont suivies de près, depuis très près, depuis maintenant 2 ans. On les attendait en ce début d'année sur les hausses de taux à venir pour la normalisation de leur politique monétaire. Est-ce que l'épisode ukrainien peut changer un petit peu l'approche des banques centrales vis-à-vis de leur mandat, qui est quand même l'inflation de part et d'autre des États-Unis? Alors pas que pour la Fed, mais est-ce que ça peut être de nature à faire évoluer leur discours? Alors je pense que là, il faut vraiment faire une distinction aujourd'hui entre d'un côté la Fed et de l'autre la BCE. Sur la Fed, on a envie de dire que dans la mesure où le risque inflationniste va augmenter et l'impact sur la croissance va être plus modeste, la Fed a plutôt intérêt à poursuivre son resserrement et au contraire à se créer aujourd'hui les marges de manœuvre dans un environnement macro qui reste somme toute peu affecté par la situation en Ukraine, pour mettre en mouvement son resserrement. On a forcément la question sur le niveau de la première hausse de taux sur le mois de mars, qui est plus probablement une hausse de 25 points de base qu'une hausse de 50 si on confère au dernier discours. Mais on a en tout cas un scénario d'aggravation du problème inflationniste qui, pour nous, oblige la Fed à maintenir son scénario, même si l'incertitude est plus élevée. Ce que nos modèles indiquent, c'est qu'on a une Fed qui monterait de 25 points de base à chaque meeting. Ça peut paraître élevé, c'est totalement cohérent avec les cycles précédents, 94, 2004, où la Fed a augmenté les taux. Donc ce scénario-là met une hausse de 25 points de base qui nous amène à un taux Fed Funds à 2% en fin d'année, avec le risque que la Fed agisse plus vite parce que le risque inflationniste est plus fort. En zone euro, c'est vraiment différent. Là, on est sur une situation qui est plus complexe parce qu'effectivement, on va avoir des pressions sur l'inflation, notamment par le biais de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire. C'est aujourd'hui plus de 50% des prix en zone euro. Par contre, normalement, la BCE va faire face à la fois à une inflation de l'énergie, donc une inflation de nature temporaire, et avec un choc probable, en tout cas une décélération certaine de la croissance à venir sur les prochains trimestres. Et c'est là où on met nécessairement en parallèle l'épisode de l'été 2008 avec la dernière hausse de taux de Trichet. On est aujourd'hui à 5,8% sur l'inflation en zone euro. On était à l'époque à 4,4% en zone euro. La BCE avait monté les taux à l'été pour ensuite les baisser à l'entrée de la crise de 2008. Je ne dis pas aussi aujourd'hui qu'on est sur un scénario parallèle à la crise de 2008, mais la BCE doit être nécessairement plus prudente dans la mesure où elle a son choc d'inflation, mais elle a aussi un ajustement sur l'activité qui va se mettre en place dans les prochains mois. Donc là, contrairement au discours très hawkish qu'on avait eu lors de la réunion précédente, on va être probablement beaucoup plus dans une phase d'attentiste et de voir la poursuite du conflit et ses impacts, notamment sur l'activité en zone euro. Alors, il y a une autre partie du monde qu'on explore moins en ce moment, même s'il peut y avoir effectivement un certain nombre d'incidents, c'est les pays émergents, Léa Dauphas. Donc, on a vu effectivement l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, une réaction uniforme de tous les pays occidentaux et donc la mise en place de mesures de sanctions massives. On regarde également la position des autres pays et des pays émergents sur un soutien, une condamnation ou une neutralité vis-à-vis de ce conflit. On a regardé ce qui se passait du côté de la Chine où effectivement il y a des messages qui viennent condamner, mais de loin entre guillemets, puisqu'il y a des enjeux pour la Chine entre relations entre Chine et États-Unis, pardon. Comment est-ce qu'on va regarder les pays émergents comme thématique d'investissement à la lumière de cette crise ukrainienne, Léa Dauphas, dans les mois à venir?
Alors, l'environnement émergent était déjà à un niveau complexe avant la crise. En fait, cette crise ne va faire qu'exacerber les problématiques émergentes. Ça va exacerber deux problématiques qui étaient déjà présentes, celle de l'inflation et celle de la croissance. La hausse de l'inflation, et notamment dans les secteurs alimentaires, dans l'énergie, dans les transports, ça va exacerber toutes les tensions sociales et politiques sous-jacentes qu'on connaissait et qui ont déjà commencé à éclore dans les émergents à la fin de la crise Covid. L'exemple du Kazakhstan en début d'année. Ensuite, la traction du cycle de croissance, elle va être moins forte. On va avoir moins de croissance dans la zone euro, on va avoir légèrement moins de croissance aux États-Unis, donc toute la dynamique mondiale va s'ajuster. Après, c'est pas l'impact direct des sanctions ou du choc Ukraine-Russie sur les émergents qui va les affecter, c'est surtout le fait que ça va exacerber des problématiques qui étaient déjà là. Ajoutons à ça la nouvelle, en tout cas la détérioration et l'ajustement de la perception du risque à la fois économique, politique, géopolitique. Vous le mentionnez tout à l'heure avec les entreprises qui désormais décident ou non, indépendamment des impacts, de se retirer de commerce avec la Russie. Ça va nécessairement être un repricing sur un ensemble émergent. On va bien voir qu'il va y avoir des choix entre qui est proche de la Russie, qui ne l'est pas, qui est-ce qu'on peut valoriser, favoriser ou pas. C'est donc un environnement global qui se détériore dans un contexte qui était déjà incertain pour les émergents. Alors après, il faut bien sûr distinguer entre les zones. On va avoir l'effet direct pour la Russie des sanctions qui vont entraîner une hyperinflation, le choc de change, le choc sur la croissance et nécessairement un risque à un moment ou à un autre de contrôle des capitaux. On va avoir des défauts qui vont être massifs. Le choc sur l'Ukraine parce que c'est une économie qui rentre dans une phase de guerre, donc une chute brutale, un arrêt de la production. On va avoir un effet de la contagion sur certains partenaires commerciaux, globalement les pays de l'ancien bloc soviétique, mais l'impact direct, il est très limité. Et après, sur les zones plus modestes, la zone européenne, de par sa proximité géographique et puis avec le ralentissement attendu de la zone euro, il y a aussi pour certains émergents des effets d'aubaine. Je pense aux exportateurs de denrées alimentaires, de matières premières, de carburants, qui vont être capables de prendre des parts de marché et certains profiteront de la situation actuelle. Et puis sur la zone, on va dire Amérique latine, là ça va vraiment être le choc inflationniste qui va venir pénaliser la zone qui était déjà dans cette problématique-là. La zone asiatique, c'est nécessairement la zone avec la plus de résilience qui peut être un peu ajustée par le fait que la Chine est dans une situation de faiblesse conjoncturelle sur les prochains trimestres, mais somme toute, il y a vraiment plusieurs blocs. L'ensemble émergent va être à regarder. Moi, la perception que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on redécouvre en tout cas la notion de risque pays et la notion de risque. Et cet apport-là sur le monde émergent fait que dans les prochaines semaines au minimum, on va nécessairement avoir cette hausse de l'aversion pour le risque qui va pénaliser l'ensemble émergent. On redécouvre la notion de risque pays après avoir redécouvert la notion de risque de guerre sur le continent européen. Merci beaucoup Léa Dauphas. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez TAC Economics.